Les ombres du haut lac. Première partie, le don maudit. La fumée montait du foyer en volute grise, portant l'odeur âcre du métal chauffé jusqu'aux poutres noircies de la forge. Alaric plongea le fer rougeoyant dans l'eau, et la vapeur siffla comme les voix qu'il entendait depuis 3 jours, depuis que le vieux Thibaut était mort. Le forgeron ne voyait rien. C'était la miséricorde d'Alaric, cette capacité de garder son visage impassible pendant que l'esprit de Thibaut errait près de l'enclume, murmurant des choses que personne d'autre ne pouvait entendre. « Mon fils » soufflait le fantôme, sa voix comme du vent dans les pins. « Dis-lui que j'ai caché l'argent sous la pierre fondue près du puits. Dis-lui » Alaric serra les dents et frappa le métal de son marteau. Le bruit couvrait les voix. C'était toujours ainsi. Les morts ne comprenaient pas qu'ils étaient morts, et les vivants ne devaient jamais savoir qu'Alaric pouvait les voir. Au-dessus de la vallée, les montagnes de Bourgogne se dressaient comme des sentinelles de pierre, leurs sommets encore blancs de neige malgré le printemps avancé. Le bourg de Haut-Lac s'accrochait au flanc de la montagne, une centaine de maisons serrées autour de l'église fortifiée et du manoir seigneurial. En contrebas, le lac glaciaire brillait d'un bleu profond, ses eaux si froides qu'elles gelaient les os en quelques minutes. C'était l'an 523 après la naissance du Christ, et le monde romain n'était plus qu'un souvenir. Les routes étaient envahies d'herbes folles, les légions dispersées, et dans ces vallées reculées, les anciens dieux murmuraient encore sous les prières chrétiennes. Haut-Lac vivait isolé, 6 mois par an coupé du reste du monde quand les neiges bloquaient les cols. « Alaric » la voix de maître Renaud le tira de ses pensées. « Tu rêves ou tu travailles? Ce soc ne va pas se forger tout seul. » Le jeune homme hocha la tête et retourna à son ouvrage. Il avait 22 ans, les mains calleuses d'un apprenti qui approchait de sa maîtrise, et un secret qui le rongeait de l'intérieur comme une maladie. Cela avait commencé 3 hivers plus tôt, lors de la grande fièvre qui avait emporté sa mère. Il l'avait vue, debout près de son propre corps, confuse et effrayée. Au début, il avait cru au délire de la douleur, mais elle était revenue, nuit après nuit, jusqu'à ce qu'il trouve le courage de lui parler. Elle avait pleuré de soulagement qu'il puisse l'entendre. Elle était restée 1 semaine, puis s'était évanouie comme brume au soleil, laissant Alaric avec ce don, ou cette malédiction. Depuis, il venait à lui, pas tous les morts, Dieu merci, mais certains. Ceux qui avaient quelque chose d'inachevé, quelque chose qui les retenait au bord du monde des vivants. Des messages non délivrés, des secrets non révélés, des torts non redressés. Et maintenant Thibaut, qui ne comprenait pas pourquoi son fils ne l'entendait pas appeler. Alaric aurait pu transmettre le message. 3 mots et le fantôme disparaîtrait peut-être. Mais il ne le faisait jamais. Parce que dans un bourg comme Haut-Lac, où le père Anselme tonnait chaque dimanche contre la sorcellerie et l'hérésie, voir les morts était une condamnation à mort. Le soleil déclinait quand ils entendirent les cloches. Pas l'appel régulier de l'Angélus, mais le glas funèbre, lent et lourd. Maître Renaud et Alaric échangèrent un regard inquiet. C'était le 5e en 2 semaines. « Encore un » murmura le forgeron, traçant un signe de croix. « Que Dieu nous protège, c'est la malédiction. » Alaric sentit un frisson lui parcourir l'échine. La malédiction. Tout le bourg en parlait à voix basse. Une maladie étrange qui frappait sans prévenir, fièvre violente, convulsions, puis la mort en quelques jours. Les victimes semblaient choisies au hasard, un marchand prospère, une servante, un garde du Seigneur, une veuve, et maintenant, c'est qui? Demande Alaric. Va voir, ordonna maître Renaud.
Et prends l'eau bénite en rentrant, on ne sait jamais. » Alaric traversa les ruelles boueuses vant la place centrale. Une foule s'était rassemblée devant la maison d'Odile, la sage-femme. Les femmes pleuraient, les hommes parlaient fort avec cette violence qui masquait la peur. « C'est la malédiction !» criait quelqu'un. « Les péchés de notre Seigneur nous retombent dessus. » « Non, c'est plus ancien, les esprits de la montagne. » Alaric se fraya un chemin. À l'intérieur de la maison, il aperçut le corps couvert d'un drap. Pas Odile, elle se tenait près de la porte, le visage gris de chagrin. C'était sa fille, Mathilde, 17 ans à peine. Et puis, Alaric la vit. Le fantôme de Mathilde se tenait dans un coin de la pièce, les yeux écarquillés, la bouche ouverte sur un cri silencieux. Contrairement aux autres esprits qu'il avait rencontrés, elle ne semblait pas confuse. Elle était terrifiée. Leurs regards se croisèrent. « Toi, » souffla-t-elle, sa voix portée par un souffle glacé, « tu peux me voir. » Alaric détourna immédiatement les yeux, le cœur battant. Il ne devait pas réagir, personne ne devait savoir. « Ce n'était pas une maladie, » murmura Mathilde, et sa voix avait une urgence désespérée. « Il m'a empoisonné, le guérisseur, celui qui prétend nous sauver. » Alaric sortit précipitamment, le souffle court, les jambes tremblantes. Non, il ne pouvait pas s'impliquer, il ne pouvait pas. « Vous !» La voix venait de l'ombre entre deux maisons. Une silhouette se détacha de l'obscurité. Une femme vêtue d'une cape sombre, le capuchon rabattu sur ses cheveux. Même dans la pénombre, Alaric reconnut les traits fins, les yeux verts qui appartenaient aux nobles. Séraphine, la fille du seigneur Gauthier. « Mademoiselle, » balbutia-t-il, s'inclinant maladroitement, « vous ne devriez pas. »« Vous les voyez, n'est-ce pas ?» l'interrompit-elle à voix basse. « Les morts. » Le monde sembla s'arrêter. « Je ne comprends pas ce que... Mon père est mort il y a 8 jours. » Ses yeux brillaient de larmes contenues. On dit que c'était la maladie. Mais je l'ai vu, Alaric le forgeron. Je l'ai vu la nuit suivant son enterrement, debout près de mon lit. Il a parlé, et je n'ai pas entendu les mots, mais j'ai vu ses lèvres bouger. Encore et encore, le même mot. Elle s'approcha, et Alaric sentit le parfum de lavande qui imprégnait ses vêtements. « Empoisonné » chuchota Séraphine, c'est ce qu'il disait. Et ce soir, quand je vous ai vu sortir de chez Odile, j'ai vu votre visage. Vous avez vu quelque chose, quelqu'un. C'est de la folie, c'est la vérité. Sa main agrippa son bras avec une force surprenante. Mon frère Guillaume est parti pour la cour du roi Sigismond il y a 2 mois. Je suis seul. Mon oncle Raoul a pris le contrôle du domaine, et je crois qu'il a fait tuer mon père pour hériter, mais je n'ai aucune preuve. Personne ne me croira. Et vous pensez que moi? Je pense que vous pouvez parler aux morts. » Ses yeux le fixèrent avec une intensité qui le cloua sur place. « Je pense que mon père pourrait vous dire la vérité. » Alaric recula. « Si quelqu'un apprenait ce que vous suggérez, on me brûlerait pour sorcellerie, vous aussi peut-être. Alors personne ne saura. » Elle glissa quelque chose dans sa main, une bourse de cuir. « Demain, après les vêpres, retrouvez-moi à la chapelle abandonnée sur le chemin du col. S'il vous plaît, je n'ai personne d'autre. » Avant qu'il puisse répondre, elle disparut dans la nuit, ne laissant que le poids de la bourse et celui, infiniment plus lourd, de sa demande. Alaric rentra à la forge d'un pas chancelant. Dans sa chambre étroite sous les combles, il ouvrit la bourse. Assez d'argent pour acheter sa maîtrise 2 fois, assez pour quitter Aulac et recommencer ailleurs. Assez pour le tenter de tout risquer. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Thibaut vint le hanter, réclamant toujours que son message soit transmis. Puis Mathilde apparut, plus substantielle que le vieil homme, comme si sa mort violente lui donnait plus de force. « Il faut que quelqu'un sache, » supplia-t-elle. « Il continue de tuer. Le guérisseur, frère Cyprien, il arrive dans les bourgs et apporte la maladie avec lui.
Puis il guérit certains, pas d'autres. On le vénère, on le paie, on lui fait confiance, mais c'est un assassin. Pourquoi ? Demanda Alaric malgré lui. Pourquoi toi ? Le fantôme hésita. J'ai vu quelque chose, dans sa sacoche, quand je l'aidais à préparer ses décoctions. Des poudres, des fioles. J'ai posé des questions. Et le seigneur Gauthier ? Je ne sais pas, mais il est mort comme les autres. Fièvre, convulsions, agonie. Alaric se prit la tête entre les mains. Je ne peux rien faire, je ne suis personne. Vous êtes le seul qui puisse nous entendre, répondit Mathilde avant de s'évanouir. À l'aube, Alaric avait pris sa décision. Il irait à la chapelle. Pas pour l'argent, il laisserait la bourse, mais parce que, peut-être, il pouvait faire une chose que personne d'autre ne pouvait faire. Peut-être que ce don maudit avait un but. Deuxième partie. Vérité enfouie. La chapelle abandonnée datait d'avant les Francs, d'un temps où les Burgondes régnaient sur ces montagnes. Les murs de pierre s'effondraient lentement, reconquis par le lierre et la mousse. À l'intérieur, une seule statue restait debout, une vierge au visage effacé par les intempéries, tenant un enfant dont les traits étaient indiscernables. Séraphine l'attendait déjà, assise sur un banc de pierre fendue. La lumière de fin d'après-midi traversait les trous du toit, l'enveloppant d'or pâle. Elle se leva à son approche et Alaric remarqua les cernes sous ses yeux. « Vous êtes venu ? Gardez votre argent. » Il lui tendit la bourse. « Si je fais ça, ce n'est pas pour ça. » Elle la prit lentement. « Alors pourquoi ? » « Parce que Mathilde, la fille d'Odile, m'a dit la même chose que votre père vous a dit, empoisonné. » Il s'assit sur le banc, épuisé par le poids du secret. « Et, si c'est vrai, d'autres vont mourir. » Séraphine s'assit près de lui, assez proche pour qu'il sente la chaleur de son corps. « Racontez-moi, comment est arrivée votre capacité ?» Alors, il lui parla. Pour la première fois de sa vie, Alaric confia son fardeau à quelqu'un. Il lui parla de sa mère, des 3 années de fantôme, de la peur constante d'être découvert. Elle écouta sans l'interrompre, et quand il eut fini, elle posa doucement sa main sur la sienne. « Je ne peux pas imaginer comme cela doit être terrible. » Et solitaire. Le mot lui échappa avant qu'il puisse le retenir. « Pardon, je ne devrais pas. » Non. Ses doigts se refermèrent sur les siens. « C'est moi qui devrais m'excuser. Je vous demande de risquer votre vie. »« Votre père, » dit Alaric, changeant de sujet avec soulagement, « est-il, l'avez-vous revu ?»« Une fois seulement, la première nuit. Depuis, rien. Les esprits ne restent pas toujours. Parfois, ils passent rapidement. Parfois, il hésita. Parfois, ils restent bloqués. Ceux qui ont des choses non résolues, des morts violentes. Alors peut-être qu'il est en paix, mais sa voix tremblait. Ou peut-être qu'il a besoin que justice soit faite avant de partir. Alaric se leva, arpentant la chapelle. « Parlez-moi de frère Cyprien, quand est-il arrivé ?»« Il y a 3 mois, juste avant que les neiges ferment l'école. Un moine mendiant, disait-il, venant du monastère de Saint-Maurice. Il avait des connaissances en herboristerie, en médecine. Quand la première maladie a frappé, le marchand Bertrand, il l'a soigné avec succès. Mon père était impressionné. Il lui a offert un logement permanent, une place dans le manoir. Et ensuite, d'autres sont tombés malades. Cyprien en a guéri certains, d'autres sont morts. Elle fronça les sourcils. Maintenant que j'y pense, ceux qui sont morts étaient tous des gens importants ou riches. Le marchand, le capitaine des gardes, la veuve qui possédait 3 fermes, mon père. Et ceux qui ont survécu étaient pauvres, des gens qui ne peuvent pas payer. Mais on le vénère quand même, parce qu'il a guéri les pauvres gratuitement, parce qu'il prêche et prie avec ferveur. Parce qu'il dit que la malédiction frappe les orgueilleux et épargne les humbles. Son rire était amer, un message qui plaît aux pauvres et terrifie les riches. Alaric réfléchit.
Si Mathilde a raison, s'il empoisonne ses victimes, il doit avoir accès à leur nourriture, leur boisson. Il mange avec nous au manoir, il a des chambres dans l'aile ouest. Séraphine se leva brusquement. Mon oncle Raoul lui fait entièrement confiance. Ils prient ensemble, parlent de théologie. Si Raoul a engagé Cyprien pour tuer mon père, alors vous êtes en danger. Leurs regards se croisèrent, et dans le silence qui suivit, Alaric sentit quelque chose changer entre eux. Ce n'était plus seulement une noble et un forgeron, c'étaient deux personnes unies par un secret impossible, un danger mortel, et quelque chose d'autre, quelque chose qui faisait battre son cœur plus vite quand elle le regardait ainsi. « Qu'est-ce qu'on fait » demanda-t-elle doucement. « Je ne sais pas. » Il se passa une main dans les cheveux. « Je ne peux pas simplement accuser un moine, personne ne me croira, et je ne peux pas révéler comment je sais. Il faut trouver des preuves. » La détermination durcit ses traits. Des preuves que même mon oncle ne pourra ignorer. Les poisons, s'il les garde quelque part. Ces chambres, Séraphine hocha la tête. Je peux y entrer. Je suis la maîtresse du manoir, après tout. Personne ne questionnera ma présence. C'est trop dangereux. Plus dangereux que ce que vous risquez. Elle sourit tristement. Nous sommes dans le même bateau maintenant, Alaric le forgeron. Ils établirent un plan. Séraphine chercherait des preuves physiques. Alaric essaierait de parler aux morts, de rassembler leurs témoignages. Peut-être qu'ensemble, ils pourraient construire un cas assez solide pour convaincre les autorités, ou au moins pour se protéger. « Quand » demanda Alaric. « Après-demain. Il y a une messe spéciale. Cyprien y assistera, ainsi que mon oncle. La moitié du manoir sera vide. » Elle prit une profonde inspiration. « On se retrouve ici après » ? Oui. Ils restèrent encore un moment dans la chapelle silencieuse. Le soleil déclinait rapidement, peignant les montagnes de pourpre et d'or. Alaric savait qu'il devrait partir, retourner à la forge avant que son absence ne soit remarquée. Mais il ne voulait pas quitter cette bulle fragile, où, pour une fois, il n'était pas seul avec son secret. « Alaric, » murmura Séraphine, « merci. Ne me remerciez pas encore, je ne sais même pas si je peux vous aider. Vous m'écoutez déjà. » Elle toucha brièvement sa joue, un geste si inattendu qu'il en eut le souffle coupé. « C'est plus que quiconque n'a fait depuis la mort de mon père. » Puis elle s'en alla, laissant Alaric seul, avec les ombres grandissantes et le poids d'une responsabilité qu'il n'avait jamais voulu. Cette nuit-là, il retourna chez Odile sous prétexte d'offrir ses condoléances. La sage-femme le reçut avec gratitude, trop brisée par le chagrin pour questionner sa visite tardive. Pendant qu'elle préparait une tisane, Alaric monta à la chambre où le corps de Mathilde avait été déposé. Le fantôme était là, plus pâle maintenant, comme si elle se dissolvait lentement. « Vous êtes revenu ?» ?»« Oui. » Alaric ferma la porte doucement. « J'ai besoin que vous me disiez tout, chaque détail. » Mathilde lui raconta. Les poudres blanches qu'elle avait vues dans la sacoche de Cyprien, la manière dont il les cachait soigneusement. Un soir, elle l'avait surpris ajoutant quelque chose au vin du seigneur Gauthier, juste une pincée dissoute dans la coupe. Le lendemain, Gauthier tombait malade. « Pourquoi ne l'avez-vous dit à personne ?»« J'allais le faire. » Le fantôme se tordit, l'angoisse déformant ses traits. Le lendemain de la mort du Seigneur, j'allais parler à dame Séraphine. Mais Cyprien m'a offert du pain et du miel ce matin-là. J'ai mangé par politesse. Un sanglot spectral. Quelques heures plus tard, la fièvre a commencé. Il savait que vous saviez. Oui, et maintenant je suis morte, et personne ne connaît la vérité. Alaric posa sa main sur le drap qui couvrait le corps froid. Je la ferai connaître, je vous le promets. Le fantôme de Mathilde le regarda avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Merci. Les 2 jours suivants s'étirèrent comme des semaines. Alaric travaillait mécaniquement à la forge, ses pensées toujours ailleurs. Il voyait Cyprien passer dans les rues, sa robe de bure brune, son visage ascétique penché en prière perpétuelle. Comment un tel homme pouvait-il être un assassin ? Mais les assassins ne portaient pas tous des masques de cruauté.
Parfois, ils portaient des masques de sainteté. Le jour convenu, Alaric fit semblant de partir pour une livraison dans une ferme éloignée. Au lieu de cela, il grimpa vers la chapelle abandonnée, son cœur battant si fort qu'il croyait qu'on l'entendrait à travers la montagne. Séraphine arriva 1 heure plus tard, les joues rougies par l'effort, les yeux brillants de triomphe et de terreur. « Je les ai trouvés !» Elle sortit un petit sac de velours de sous sa cape. Dans un coffret caché derrière une pierre descellée, 3 fioles de poudre blanche, 1 fiole de liquide ambré et... Elle déplia un morceau de parchemin couvert d'une écriture serrée. Une liste. La voix d'Alaric était rauque. Des noms. Tous les morts. Séraphine pointa chaque entrée. Bertrand, Gauthier, Mathilde et d'autres, avec des dates à côté. Et regardez, des noms qui n'ont pas encore été rayés. Mon oncle Raoul et le mien. Un silence glacé tomba sur la chapelle. « Il compte vous tuer aussi, » murmura Alaric. « Une fois que Guillaume sera rentré et aura pris le contrôle du domaine, je suppose. Raoul doit penser qu'il pourra manipuler mon frère. Ses mains tremblaient. Nous devons agir maintenant, ce soir. Comment? On ne peut pas aller voir votre oncle. Il est complice. Le père Anselme. Cyprien est son protégé. Il ne nous croira jamais. » Séraphine fit les 100 pas, l'esprit visiblement en ébullition. Mais il y a quelqu'un. Gontran, le marchand de sel. Il arrive demain matin avec sa caravane. Le gros marchand, celui qui ne ferme jamais sa bouche? Exactement. Un sourire amer toucha ses lèvres. Il connaît tout le monde, de la cour de Sigismond au monastère de l'Est. Si nous lui donnons les preuves, il peut contacter les autorités royales, mon frère Guillaume, le patriarche de Lyon. Mais d'ici là, Cyprien, je vais faire attention. Je ne mangerai rien qu'il touche. Je dormirai avec ma porte barrée. Elle saisit ses mains. Un jour, Alaric, c'est tout ce qu'il nous faut tenir. Il voulut protester, dire que c'était trop risqué, mais il savait qu'elle avait raison. Il n'avait pas d'autre option. D'accord, demain, à l'aube, quand la caravane arrive. Séraphine hocha la tête, puis, impulsivement, se pencha et l'embrassa. Ce fut bref, désespéré, le baiser de 2 personnes face à un danger mortel. Quand elle se recula, ses yeux brillaient de larmes non versées. Si quelque chose tourne mal, rien ne tournera mal, mentit-il. Mais à l'heure qu'elle descendait vers le manoir et qu'il retournait au bourg, Alaric sentit un poids s'installer dans sa poitrine. Quelque chose allait mal tourner. Il le savait dans ses os, de cette même certitude qui lui permettait de voir les morts. Il ne savait simplement pas encore comment. La nuit tomba sur Aulac comme un linceul. Alaric ne dormit pas, assis à sa fenêtre, observant les lumières du manoir seigneurial sur la colline. Tout semblait paisible. Puis, vers minuit, il vit une silhouette. Un fantôme nouveau, courant dans les rues avec une urgence frénétique. Alaric reconnut les vêtements avant de reconnaître le visage. Un garde du manoir, un homme nommé Hubert. Le fantôme le vit et courut vers lui, traversant les murs avec l'aisance des morts. « Vous, le garçon forgeron !» Les mots sortaient précipitamment. « Je sais ce que vous êtes, Mathilde me l'a dit. Elle est toujours là, vous savez, attendant quelque chose. Elle m'a dit de vous trouver. Qu'est-ce qui s'est passé ? Empoisonné, le vin du souper. J'ai tout bu comme un idiot, après que le moelle a quitté la cuisine. Un rire spectral amer. Je ne savais pas que j'étais pas censé survivre à la nuit. Mais écoutez, Cyprien et Laoul parlaient. Je les ai entendus avant de mourir. Ils savent que quelqu'un est entré dans la chambre du moine. Ils savent que les fioles manquent. » Le sang d'Alaric se glaça. Il pense que c'est dame Séraphine. Cyprien a dit qu'il allait régler le problème demain matin, avant l'arrivée du marchand. Le fantôme s'approcha, désespéré. « Vous devez la prévenir, maintenant, avant l'aube. »
Alaric était déjà debout, enfilant ses bottes. Où est-elle? Dans ses appartements. Mais les portes du manoir sont gardées. Cyprien a dit qu'elle ne devait sortir sous aucun prétexte. Alors j'entrerai. C'est de la folie. C'est la seule option. Alaric attrapa son couteau, misérable arme contre un moine assassin et un seigneur traître, mais c'était tout ce qu'il avait. « Montrez-moi le chemin, vous connaissez le manoir. Il doit y avoir un moyen d'entrer sans être vu. » Le fantôme d'Hubert hésita, puis hocha la tête. « Le passage des serviteurs, près des cuisines. Il y a une porte qui ne ferme jamais correctement. » Alaric courut dans la nuit, guidé par un mort, vers un danger qu'il ne comprenait pas entièrement. Tout ce qu'il savait, c'était que Séraphine était en péril, et qu'il ne pourrait pas vivre avec lui-même s'il ne faisait rien. Les montagnes se dressaient autour de lui, noires contre le ciel étoilé, témoins silencieux de sa folie. Troisième partie, le prix de la vérité. Le manoir seigneurial était un labyrinthe de pierres froides et de couloirs sombres. Alaric se faufilait dans les ombres, suivant les instructions murmurées du fantôme d'Hubert. Chaque craquement de plancher, chaque souffle de vent le faisait sursauter. « À gauche ici !» soufflait Hubert, puis montez l'escalier en colimaçon. Ses appartements sont au 2e niveau, tour est. Ils croisèrent un garde endormi à son poste, la chance ou l'incompétence. Alaric grimpa les marches 2 à 2, son cœur battant dans ses oreilles. La porte des appartements de Séraphine était fermée, mais pas verrouillée. Il l'ouvrit doucement. La chambre était plongée dans l'obscurité, éclairée seulement par les braises mourantes dans l'âtre. Séraphine dormait dans le grand lit à baldaquin, ses cheveux noirs étalés sur l'oreiller blanc. « Séraphine, murmura-t-il, s'approchant, réveillez-vous. » Elle se réveilla en sursaut, portant instinctivement la main à sa bouche pour étouffer un cri. Puis, elle le reconnut. « Alaric, qu'est-ce que... » Ils savent. Il s'assit au bord du lit, parlant rapidement. « Cyprien et votre oncle savent que quelqu'un a pris les fioles. Ils comptent vous éliminer avant l'aube, avant l'arrivée de Gontran. » Le visage de Séraphine pâlit dans la pénombre. « Comment savez-vous ? » « Un garde est mort cette nuit, empoisonné. Son esprit m'a trouvé. » Les mots sortaient précipitamment. « Vous devez partir maintenant. Nous devons tous les deux partir. Aller à la rencontre de la caravane de Gontran sur la route. Lui donner les preuves avant qu'il puisse nous arrêter. » Séraphine se leva, attrapant une cape et des bottes. « Les fioles, la liste, elles sont cachées ici. » Elle s'agenouilla près de la cheminée, délogeant une pierre du foyer. « Je les ai. » La porte explosa vers l'intérieur. Raoul entra le premier, flanqué de 2 gardes, des torches à la main. Derrière lui, la silhouette ascétique de frère Cyprien se découpait comme une ombre de mort. « Quelle touchante scène !» dit Raoul, sa voix dégoulinant de mépris. « Ma nièce et le petit forgeron. Dois-je comprendre que vous avez des relations inappropriées, Séraphine ? » « Vous êtes un assassin, cracha-t-elle, se redressant. « Vous avez tué mon père. » Des accusations folles d'une fille en deuil. Raoul fit un signe aux gardes. « Saisissez-les. » « Attendez. » La voix de Cyprien était douce, raisonnable. « Laissez-moi parler avec eux. Peut-être que tout ceci n'est qu'un malentendu. » Il s'avança, et Alaric sentit quelque chose de glacé émaner du moine. Pas une présence spectrale, quelque chose de différent, de plus profond. Une absence, comme si Cyprien était un vide dans le monde, un trou dans la réalité. « Vous, jeune homme, dit le moine, fixant Alaric, vous avez quelque chose de particulier, je le sens, un don ou une malédiction. Vous voyez ce que les autres ne voient pas. » Alaric se figea. « Oh oui, je sais. » Le sourire de Cyprien était horrible. « Vous croyez que je suis simplement un empoisonneur, que mes talents se limitent à des poudres et des fioles? Non, mon enfant. J'ai étudié dans des lieux que l'Église préfère oublier. J'ai appris des secrets que les moines de Saint-Maurice ne peuvent même pas imaginer. »
Il fit un geste, et soudain la pièce se remplit de fantômes. Tous les morts de Haut-Lac, Gauthier, Mathilde, Hubert, le marchand Bertrand et d'autres encore, des dizaines d'esprits qui convergeaient, attirés par quelque chose en Cyprien. Ils hurlaient silencieusement, griffaient l'air, mais ne pouvaient pas toucher le moine. « Vous les voyez maintenant, n'est-ce pas ?» demanda Cyprien. « Tous ceux que j'ai libérés de leur corps misérable, ils sont liés à moi, leur énergie de vie, leur essence, je l'absorbe. C'est ce qui me rend fort, ce qui me permet de vivre bien au-delà de l'âge naturel. » « Vous êtes un démon, » murmura Alaric. « Je suis un homme qui a compris la véritable nature du monde. » Cyprien se tourna vers Raoul. « Votre oncle, lui, est simplement un homme cupide. Je lui ai proposé un marché. Il me donne accès aux riches et aux puissants de ce bourg, et en échange, je le fais héritier. Simple, efficace. » « Pourquoi nous raconter tout ça ?» demanda Séraphine, reculant vers la fenêtre. « Parce que vous allez tous les deux mourir, bien sûr. » Cyprien haussa les épaules. « Mais d'abord, j'ai une proposition pour vous, jeune Alaric. Rejoignez-moi. Votre capacité à voir les morts est rare. Avec la formation adéquate, vous pourriez devenir comme moi. Vivre des siècles, contrôler les esprits au lieu d'être contrôlé par eux. Jamais. Dommage, le moine soupira. Alors vous mourrez. Raoul, occupez-vous d'eux. Faites en sorte que ça ressemble à un accident. Un incendie peut-être, les amants tragiques consumés par les flammes. Les gardes s'avancèrent. Alaric se plaça devant Séraphine, son misérable coupeau levé. C'était sans espoir. Ils allaient mourir ici, et personne ne connaîtrait jamais la vérité. Puis, Mathilde parla. « Non !» Sa voix spectrale résonna dans la pièce, et à la surprise d'Alaric, Cyprien l'entendit aussi. Vous ne pouvez pas le forcer, vous ne pouvez nous contrôler que si nous vous avons donné du pouvoir de notre vivant. « Tais-toi, esprit !» siffla Cyprien. Mais Mathilde continuait, et maintenant les autres fantômes se joignaient à elle, leurs voix se mélangeant en un chœur spectral. Il nous a tués, mais il n'a pas de pouvoir sur nos âmes. Seulement Alaric peut nous entendre par choix. Seulement lui peut nous aider à passer. Et Alaric comprit. « Vous avez raison, dit-il à voix haute, s'adressant aux morts. Je ne peux pas vous forcer, mais je peux vous demander, s'il vous plaît, aidez-nous. »« Qu'est-ce que tu fais ?» grogna Raoul. « Il parle aux fantômes, » murmura Cyprien, et pour la première fois, de l'incertitude perçait dans sa voix. Les esprits convergèrent, pas vers Cyprien, mais vers les torches. L'air glacé de leur présence fit vaciller les flammes. Puis, l'une d'elles s'éteignit, puis l'autre. L'obscurité tomba sur la chambre. Dans la confusion qui suivit, Alaric saisit la main de Séraphine. « La fenêtre !» Ils coururent, bousculant un garde désorienté. Séraphine ouvrit les volets, révélant un toit en contrebas, la toiture de l'aile inférieure du manoir. Un saut périlleux, mais faisable. « Allez !» cria Alaric. Elle sauta sans hésiter. Il la suivit, atterrissant durement sur les tuiles froides, manquant glisser dans le vide. Derrière eux, des cris de rage. Une torche rallumée projetait leurs ombres gigantesques. Ils couraient sur le toit, sautant d'un niveau à l'autre, descendant vers la cour. Les fantômes les suivaient, créant un voile de froid et de brume qui masquait leurs mouvements. « Merci » haletait Alaric, « merci !»« Sauvez-nous » répondirent-ils en chœur, « libérez-nous de lui !» Ils atteignirent le sol, roulant dans l'herbe mouillée de rosée. Des cris montaient du manoir. Des cloches sonnaient l'alarme. Tout le bourg allait se réveiller. Par là,
dit Séraphine, pointant vers les montagnes. « La route du col, si nous pouvons atteindre la caravane de Gontran. » Ils coururent dans la nuit, poursuivis par des torches et des voix furieuses. Les montagnes se dressaient devant eux, noires et majestueuses, offrant refuge ou mort, c'était difficile à dire. Le sentier était traître dans l'obscurité. Alaric glissa plus d'une fois, se rattrapant de justesse au bord de précipices invisibles. Séraphine menait, connaissant mieux le terrain, mais même elle hésitait parfois. « Il nous rattrape », souffla-t-elle. C'était vrai, les lumières des torches se rapprochaient derrière eux. Raoul avait mobilisé toute sa garde. « Continue, dit Alaric, je vais les ralentir. »« Non, je ne te laisserai pas. »« Va !» Il la poussa doucement. « Trouve Gontran, donne-lui les preuves, c'est la seule chose qui compte. » Leurs regards se croisèrent dans la pâle lueur de l'aube naissante. Puis Séraphine l'embrassa, désespérément, avant de continuer sa course vers le haut. Alaric se retourna, faisant face à ses poursuivants. Il n'avait toujours que son couteau, mais il avait aussi les morts. « Aidez-moi encore, murmura-t-il, une dernière fois. » Les fantômes se rassemblèrent, et cette fois, leur présence était presque tangible. La température chuta, le brouillard monta du sol comme une chose vivante, dense et aveuglant. Les gardes ralentirent, criant dans la confusion. Cyprien était avec eux. Alaric sentait sa présence vile, même à travers la brume. « Des tours de sorciers !» hurla le moine. « Il invoque des démons !»« Non !» répondit Alaric, sa voix portée par le vent. « J'invoque ceux que vous avez assassinés. » Le brouillard tourbillonna, formant presque des silhouettes. Les gardes reculèrent, terrifiés. Même Raoul sembla hésiter. Mais Cyprien avançait, et le brouillard se dissipait autour de lui comme s'il le repoussait par sa seule présence. « Truc et illusion !» siffla-t-il. « Les morts n'ont aucun pouvoir réel sur les vivants. »« Peut-être pas, » dit une nouvelle voix. Alaric se retourna. Une silhouette massive émergea de la brume supérieure, Gontran le marchand, accompagné de sa caravane. Une douzaine d'hommes armés, des gardes professionnels habitués aux dangers des routes de montagne. Et à côté de lui, Séraphine, tenant les fioles et le parchemin bien haut. Mais les vivants ont du pouvoir sur d'autres vivants, continua Gontran, sa voix joviale habituelle remplacée par quelque chose de dur et de dangereux. Surtout quand ils ont des preuves de meurtre. Gontran, dit Raoul, essayant de reprendre contenance, ces deux-là ont volé. J'ai tout entendu, interrompit le marchand. Dame Séraphine m'a tout raconté. Et j'ai vu ce garçon faire quelque chose d'impossible, parler aux morts et les faire obéir. Il cracha. Je ne sais pas si c'est de la sorcellerie ou un don de Dieu, mais je sais reconnaître un assassin quand j'en vois un. Il pointa Cyprien. Cet homme est recherché, pas sous le nom de frère Cyprien, mais sous celui de Cyprien de Vienne. Il y a des warrants pour son arrestation dans 3 royaumes. Empoisonnement, vol, hérésie. Gontran sourit froidement. Je fais du commerce, messieurs, j'entends des choses. Et quand une dame noble vient me réveiller avant l'aube avec une histoire folle de moines assassins, je tends l'oreille. Cyprien recula, son visage ascétique se tordant en un masque de rage. « Vous ne comprenez pas ce que vous faites, je pourrais vous tuer tous !»« Essayez, » dit Gontran, et ses gardes levèrent leurs arbalètes. Il y eut un moment de tension parfaite où le monde semblait équilibré sur la pointe d'une lame. Puis Cyprien rit, un son horrible, grinçant. « Vous croyez avoir gagné. » Il leva les bras,
et les fantômes qui entouraient Alaric furent soudain tirés vers lui, aspirés comme par un tourbillon. Je vais prendre leur essence maintenant, toute. Cela me donnera assez de pouvoir pour vous détruire tous. Les esprits hurlèrent, résistant, mais ils étaient attirés inexorablement vers le moine. « Non !» Alaric courut en avant. « Vous ne pouvez pas !»« Je peux et je vais !» Cyprien brillait maintenant d'une lueur malade, les fantômes tournoyant autour de lui comme des feuilles dans une tempête. Alaric comprit ce qu'il devait faire, la seule chose qui pouvait arrêter Cyprien. « Prenez-moi à la place, dit-il calmement. Tout s'arrêta. « Quoi ?» Cyprien le fixa. « Vous avez dit que mon don était rare, que je pourrais devenir comme vous. » Alaric s'avança, les mains ouvertes. « Prenez mon essence, mon pouvoir, laissez-les partir. »« Alaric, non !» cria Séraphine. Mais il continuait, marchant vers le moine, vers la mort, vers la fin de tout. « D'accord, » souffla Cyprien, et son sourire était celui d'un prédateur. « Viens. » Il tendit la main. Alaric la prit. Et dans ce contact, il sentit la succion horrible, le vide qui tentait de l'aspirer, de le vider de tout ce qu'il était. Cyprien riait, triomphant. Puis Alaric fit ce qu'aucune des victimes précédentes n'avait pu faire. Il résista, et il tira en retour. Son don, sa malédiction, s'était développé pendant des années. Il avait appris à voir les morts, à leur parler, à les apaiser. Mais il n'avait jamais vraiment compris son pouvoir jusqu'à maintenant. Il ne voyait pas simplement les fantômes, il était un pont entre les mondes. Et maintenant, il utilisait ce pont dans l'autre sens. Il tira sur l'essence que Cyprien avait volée, tous les esprits qu'il avait emprisonnés au fil des décennies, peut-être des siècles. Ils affluaient à travers Alaric, le déchirant de l'intérieur, mais il tenait bon. « Non !» hurla Cyprien. « Que fais-tu ?»« Je les libère. » La voix d'Alaric était calme, malgré la douleur. « Tous !» Les fantômes jaillirent de Cyprien comme un torrent, libérés enfin. Le moine se ratitina, vieillissant de décennies en quelques secondes. Sa peau se parchemina, ses cheveux blanchirent et tombèrent. « Non, non, j'ai besoin !» Mais il n'y avait plus rien à prendre. Cyprien s'effondra, son corps se désintégrant en poussière avant même de toucher le sol. Tout ce qui restait était une robe vide et le souvenir d'une horreur. Alaric tomba à genoux, épuisé, vidé. Les fantômes tournoyaient autour de lui, libres maintenant, prêts enfin à passer. « Merci, » murmurait-il, « merci. » « Partez en paix, » souffla-t-il. Un par un, ils disparurent. Mathilde fut la dernière, souriant, avant de s'évanouir dans la lumière de l'aube. Séraphine courut vers lui, le prenant dans ses bras. « Tu es vivant, tu es vivant !» Oui, il leva les yeux vers elle. « Mais quoi ?» Je ne les vois plus. Il sentit le vide là où son don avait été. Mon pouvoir, il est parti. Elle rit à travers ses larmes. « Bien, peut-être que maintenant tu pourras vivre normalement. » Peut-être. Alaric n'était pas sûr de ce que signifiait normalement désormais. Mais alors qu'elle l'aidait à se relever, qu'il voyait les montagnes illuminées par le lever du soleil, il pensa que peut-être, juste peut-être, il pourrait apprendre. Raoul fut arrêté, l'épreuve contre lui et Cyprien trop accablante pour être ignorée. Gontran s'assura personnellement que la nouvelle atteigne la cour du roi Sigismonde et que Guillaume, le frère de Séraphine, soit informé. L'histoire se répandit rapidement. Le forgeron qui pouvait voir les morts, le moine diabolique qui volait les âmes, la noble dame qui avait exposé le complot. Certains disaient qu'Alaric était un saint, d'autres murmuraient qu'il était un sorcier. La vérité, comme toujours, était quelque part entre les deux. Épilogue
Cendres et renaissance. 6 mois plus tard, les premières neiges de l'hiver tombèrent sur Aulac. Alaric se tenait devant la forge, regardant les flocons danser dans l'air froid. Il était maître forgeron maintenant. Maître Renaud avait insisté après tout ce qui s'était passé. Le bourg le traitait différemment. Certains avec respect, d'autres avec méfiance. Mais au moins, il ne l'avait pas brûlé. Alaric. Il se retourna. Séraphine descendait du manoir, emmitouflée dans une cape de fourrure, mais les joues rougies par le froid et le sourire aux lèvres. « Dame Séraphine !» Il s'inclina, ironique. « Arrête ça !» Elle lui frappa l'épaule. « Guillaume est rentré hier soir. »« Je sais, tout le bourg le sait. » Il hésita. « Il veut te voir ?»« Il veut nous voir, tous les deux. » Elle prit sa main, un geste qui aurait été impensable avant, mais les règles avaient changé. Ou peut-être qu'ils avaient simplement décidé de les ignorer. Il a une proposition. Quel genre de proposition ? Le genre où tu deviendrais forgeron en chef du domaine, avec une maison, un atelier, des apprentis. Ses yeux pétillaient. Et le genre où notre relation ne serait plus un secret. Le cœur d'Alaric bondit. « Séraphine, ton frère accepterait ça, un forgeron et une noble ? Mon frère dit que tu as sauvé la vie de sa sœur et exposé un complot qui aurait pu détruire notre famille. Il dit que l'honneur compte plus que le rang. » Elle sourit. « Et aussi, je lui ai dit que si il n'acceptait pas, je m'enfuirais avec toi de toute façon. » Alaric rit, un rire libre, sans contrainte, le premier depuis des mois. « Tu as dit ça ? » ?»« J'ai dit ça. » Il la prit dans ses bras, là, devant la forge, devant tout le bourg qui pouvait les voir, et il l'embrassa comme il avait rêvé de le faire depuis cette nuit dans la chapelle abandonnée. « Alors, ma réponse est oui, » murmura-t-il contre ses lèvres, « à tout. » Les flocons de neige tombaient autour d'eux, couvrant le monde d'un blanc pur. Les montagnes se dressaient, éternelles et impassibles. Le lac brillait comme un miroir d'argent. Et pour la première fois depuis qu'il avait découvert son don maudit, Alaric se sentait en paix. Il ne voyait plus les morts, mais il avait sauvé les vivants, y compris lui-même. Et c'était suffisant. Les années passèrent. Alaric et Séraphine se marièrent au printemps suivant, dans l'église de Aulac, devant tout le bourg rassemblé. Guillaume donna sa bénédiction, et même le père Anselme, après beaucoup de persuasions, accepta de célébrer l'union. La forge prospéra. Alaric forma des apprentis, créa des œuvres d'une qualité qui attira l'attention de nobles de toute la Bourgogne. Mais il ne forgea jamais d'armes, seulement des outils, des fers à cheval, des objets de paix. Séraphine prit en charge l'administration du domaine, son intelligence et sa détermination redonnant vie à Aulac. Sous sa gestion, le bourg devint prospère, attirant de nouveaux habitants, de nouveaux marchands. Ils eurent 3 enfants. L'aîné avait les yeux de sa mère et la force tranquille de son père. Aucun d'eux ne montra de signe du don d'Alaric, et il en fut reconnaissant. Parfois, la nuit, quand les vents hurlaient dans les montagnes, Alaric se réveillait et croyait voir des ombres dans les coins de la chambre. Mais quand il regardait vraiment, il n'y avait rien, juste des ombres ordinaires. Son don était parti, brûlé dans ce moment terrible et glorieux où il avait libéré toutes les âmes prisonnières. Il avait payé le prix de la vérité avec la chose qui le définissait le plus. Et pourtant, il ne regrettait rien, parce qu'il avait gagné quelque chose de plus précieux, une vie, une vraie vie, avec quelqu'un qu'il aimait, dans un endroit qu'il pouvait appeler chez lui. Le don lui manquait parfois, dans les moments tranquilles, la connexion avec ce monde au-delà du voile. Mais il avait appris quelque chose d'important. Les vivants avaient besoin de lui autant que les morts l'avaient jamais fait. Et cette fois, il pouvait les aider sans se cacher.
Des années plus tard, quand Alaric était un vieil homme aux cheveux blancs, assis près du feu dans sa maison confortable, entouré de petits-enfants, on lui demanda de raconter l'histoire du moine diabolique et du forgeron qui voyait les morts. Il la raconta, lentement, choisissant ses mots avec soin. Il parla de peur et de courage, de secret et de vérité, de malédiction et de rédemption. Il parla de l'amour qui avait défié les conventions et du prix qu'il avait fallu payer pour la justice. « C'est vrai, grand-père » demanda sa petite-fille, les yeux écarquillés. « Tu parlais vraiment aux fantômes » Alaric regarda par la fenêtre, vers les montagnes où tout s'était passé. Dans la lumière déclinante, elles semblaient presque vivantes, gardant leur secret comme elles l'avaient toujours fait. « Oui, dit-il simplement, c'était vrai. Et maintenant, tu peux encore les voir ?» Il secoua la tête. « Non, ce pouvoir est parti depuis longtemps. Tu es triste ?» Alaric sourit, regardant Séraphine qui se tenait dans l'embrasure de la porte, aussi belle à 60 ans qu'elle l'était à 20. Leurs enfants et petits-enfants autour d'eux. La vie qu'ils avaient construite ensemble. « Non, dit-il, je ne suis pas triste. Parce que les morts qu'il avait connus avaient tous voulu la même chose, la paix, la justice et la possibilité de passer. Il les avait aidés à trouver ces choses. Et en retour, il lui avait donné sa propre paix, sa propre vie. C'était un échange équitable. » Cette nuit-là, après que les enfants furent couchés et que la maison fut silencieuse, Alaric et Séraphine se tinrent ensemble à la fenêtre, regardant les étoiles au-dessus des montagnes. « Tu penses parfois à eux » demanda-t-elle doucement. « Les fantômes » ? Oui. Il passa son bras autour de ses épaules. « Mais je pense surtout à toi, à nous, à tout ce que nous avons. » Pas de regret ? Aucun. Il l'embrassa sur le front. « J'ai échangé un don contre un autre, et j'ai reçu la meilleure part du marché. » Elle rit doucement, flatteur, honnête. Ils restèrent ainsi longtemps, deux âmes qui avaient traversé l'obscurité ensemble et en étaient ressorties dans la lumière. Le lac, en contrebas, brillait sous la lune. Les montagnes se dressaient, éternelles. Et dans le cimetière près de l'église, les morts dormaient paisiblement, libérés enfin de leurs chaînes. Alaric ne les voyait plus, mais il savait qu'ils étaient en paix, et lui aussi. Des décennies plus tard, longtemps après qu'Alaric et Séraphine furent entrés dans leur propre repos, les gens de Haut-Lac racontaient encore l'histoire. Elle se transforma avec le temps, devenant légende, puis mythe. Certains disaient que le forgeron était un saint qui avait banni un démon. D'autres murmuraient qu'il était un sorcier repenti. La vérité se perdit dans les brumes du temps. Mais une chose demeura. Dans les nuits d'hiver, quand le vent hurlait à travers les montagnes de Bourgogne, on pouvait parfois voir une lumière étrange près de la vieille chapelle abandonnée. Et ceux qui étaient assez braves, ou assez fous pour s'en approcher, juraient entendre des voix. Pas des voix de mort, mais des voix de mémoire, des échos d'une époque où un jeune homme ordinaire avait fait quelque chose d'extraordinaire. Il avait choisi la vérité plutôt que la sécurité. Il avait choisi l'amour plutôt que la convention. Il avait choisi de libérer les autres, même au prix de se perdre lui-même. Et au final, il avait trouvé la seule chose qui comptait vraiment, la paix. Les ombres du Haut-Lac étaient parties, mais leurs souvenirs demeuraient, gravés dans la pierre des montagnes, murmurés dans le vent et transmis de génération en génération. Une histoire de sacrifice et de rédemption. Une histoire d'obscurité et de lumière. Une histoire vraie dans tous les sens qui comptent. Et elle se termina, comme toutes les bonnes histoires, par deux mots simples. Ils vécurent. Pas heureusement pour toujours, parce que la vie n'est jamais aussi simple, mais ils vécurent,
vraiment, pleinement, courageusement. Et parfois, c'est la fin la plus heureuse de toutes.